Hello everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement pour cette prise de notes techniques pour le groupe de travail de l'EFK. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Alors nous allons attendre quelques minutes encore pour ensuite commencer. D'accord. Alors, bonjour à tous. Peut-être bonsoir à certains d'entre vous. Mon nom est Jébé Navio, donc je travaille avec consultante avec UNICEF et je suis modératrice avec Sandra Magnan pour la direction de cet atelier. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir ici pour ce lancement de ce programme d'éducation. Alors, notre groupe aujourd'hui va mettre un soutien sur une revue des notes techniques et aussi de donner des exemples techniques quant au fonctionnement du programme d'éducation et comment celui-ci a inclus les FGAD dans ses opérations. Avant d'y aller, nous allons partager quelques notes quant à l'emploi du temps. Nous avons de l'interprétation en français, espagnol et en arabe. Et afin d'avoir accès à l'interprétation dans la langue de votre choix, il faut tout simplement cliquer sur l'icône de la langue de votre choix au bas à droite dans l'icône de l'option des langues. Si vous pouviez vous présenter dans le chat, ce serait plus convivial pour que nous sachions qui vous êtes et d'où vous venez, quelle est votre organisation et avec qui vous travaillez. Et si vous avez toute question, vous pouvez également utiliser la fonction questions-réponses au bas de la page. Écrivez votre question dans la langue de votre choix. Alors, après le webinaire, nous allons continuer cette discussion sur les meilleures pratiques ou les pratiques de l'EAFGA. Nous allons répondre aux questions que nous n'avons pas pu répondre durant cette prochaine heure ou toute question que vous auriez à tout stade. Donc, écrivez-nous. Nous allons partager le lien également dans le chat. Et maintenant, sans attendre, je vais accueillir Han Mansurian, qui est le coordinateur du programme de l'Alliance de la protection des enfants. Donc, je vais lui donner le micro maintenant. Merci beaucoup, Joe, et bienvenue à tout le monde. Alors, je suis contente d'être ici avec chacun d'entre vous pour le lancement de ce groupe de travail et de cette prise de notes que nous avons fait en collaboration avec nos collègues du domaine de l'éducation. Alors, comme nous savons tous ici, et comme j'assume que beaucoup d'entre vous qui êtes ici, travaillez soit en éducation ou en la protection de l'enfant ou dans les deux secteurs. L'avantage que ces deux secteurs ont en termes du travail collaboratif qu'ils peuvent faire, c'est que tous les deux ciblent le travail par rapport au bien-être de l'enfant. Alors, il y a une cohésion naturelle en termes de l'approche que nous avons quant à la protection et au bien-être de l'enfant. Certains d'entre vous le savez, certaines organisations n'ont pas de distinction entre les deux secteurs. Et dans le passé, pour certains d'entre nous qui avons des cheveux gris et qui travaillons là-dessus depuis longtemps, il y a 25 ans, il y avait encore moins de distinction entre l'éducation et le domaine de la protection de l'enfance. C'était vu comme étant deux secteurs qui travaillaient plutôt ensemble et qui contribuaient à l'éducation et à la protection de l'enfant. De mon expérience, ayant travaillé dans beaucoup de contextes de conflits armés, j'ai eu le plaisir de parler à beaucoup d'enfants qui étaient affectés par les conflits armés et des familles ainsi que des membres de la communauté qui essaient de protéger ces enfants. Il est très intéressant de voir que, de manière systématique, lorsqu'on demande aux enfants ce dont ils ont besoin, ils parlent de l'éducation, même s'ils ont d'autres besoins primaires comme l'habitation ou la sécurité. Et ça reste toujours une priorité pour eux. Et ce n'est pas une coïncidence. On leur a dit, c'est pas qu'on leur a dit que l'éducation est importante, c'est qu'ils le savent eux-mêmes. Lorsqu'on leur pose la question, on se rend compte qu'ils voient que l'éducation a leur offre des opportunités plus grandes pour eux, mais pas seulement
pas seulement sur le plan de l'éducation cognitive, mais aussi ça leur donne des outils pour construire leur communauté et ça leur donne un sens de sécurité. Donc, les enfants et leurs familles ne peuvent pas nécessairement distinguer l'éducation de la protection de l'enfant comme étant deux éléments. Ils le voient comme étant quelque chose d'intégré et dépendant l'un de l'autre. Nous devons respecter cette perception et nous devons revenir à cette essence où l'éducation et la protection de l'enfant ont quelque chose à apporter et doivent travailler ensemble. Dean et moi allons parler à cet effet. Nous avons eu une collaboration à long terme avec les agences quant à la protection de l'enfant, avec nos agences sœurs dans le secteur de l'éducation et ainsi dans d'autres secteurs qui nous assistent. Cela nous a mené vers une collaboration stellaire et nous avons remarqué des retombées positives. Et si on veut, le lancement de ces notes thématiques ou techniques, ils sont dans une série, font partie d'une série de matériels qui ont été produits dans les dernières années. Les notes thématiques, ce qu'elles apportent ne seront peut-être pas une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles apportent des preuves, les preuves dont on a besoin pour défendre notre cas, pour créer un bon plaidoyer quant à la promotion des programmes qui visent les enfants dans les groupes armés. Ça nous permet de montrer, d'étaler les preuves et ça nous donne un cadre de travail dans lequel nous pouvons œuvrer. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de choses que nous savons. Nous avons déjà travaillé avec certains des éléments qui sont déjà inclus. Et nous avons déjà travaillé avec un format, mais là, ici, on offre vraiment un cadre technique qui nous permet de faire une meilleure programmation. Et j'ai l'impression que nous aurions dû lancer cette initiative il y a longtemps. Beaucoup de nos collègues sur le terrain faisaient ce travail quotidien de protéger les enfants ainsi que d'éduquer ceux-ci afin de pouvoir bénéficier afin de bénéficier des connaissances qui sont déjà dans ces notes, ainsi que la sagesse qui vient avec. Mais ce qui m'a percuté dans ces notes, et je sais qu'il y aura une présentation là-dessus, donc je n'irai pas trop en détail, mais ce qui est important pour moi, c'est que les notes techniques soulignent les points forts, les points qui permettent de protéger l'enfant dans les conflits armés. Et on voit même certains éléments qui nous permettent même d'apporter des réponses directes quant au mal qui est fait à ces enfants. Lorsqu'on regarde les facteurs de risque ou vous regardez les facteurs protecteurs ou plutôt ce qui emmène vers la violence ou plutôt la protection de la violence, on voit que c'est l'éducation qui vient en haut, que ce soit négatif ou un manque d'éducation ou une bonne éducation, la bonne éducation étant apportant la protection et la mauvaise éducation, évidemment, apportant l'enfant à aller vers les groupes armés. Les écoles ont été même utilisées dans le passé en tant que lieu de recrutement. Et c'est quelque chose pour lequel nous avons une solution. Il y a une solution politique, mais de manière pratique, l'éducation est toujours la meilleure solution en tant que protecteur, en tant qu'élément protecteur. Donc, les notes techniques soulignent vraiment l'importance de l'éducation quant à l'atténuement de la violence dans ces endroits, ou plutôt le recrutement des enfants. Voyez la protection et l'éducation comme étant fusionnées. Nous n'avons pas le choix de travailler avec les deux. C'est une obligation que nous avons. Il nous faut répondre aux besoins de ces enfants, de la communauté, et nous devons travailler avec ces éléments éducatifs pour protéger les enfants. Je vous redonne le micro. Merci infiniment. Ce sont des mots, des paroles très importantes. Je voudrais maintenant vous présenter Dean Brooks, directeur à l'agence Annie. On vous remercie, Dean, d'être avec nous aujourd'hui et je vous passe le micro. Merci beaucoup. Alors, merci, Giovanna. Absolument honoré d'être avec vous
Je suis en train de réfléchir à ce que mon collègue a dit. Et lorsqu'on parle vraiment de ces éléments de protection et d'éducation, et je voulais un petit peu euh, ajouter là-dessus, je pense que c'est quelque chose de critique. Il faut que l'on réfléchisse à la réponse dont on veut. Donc, moi, j'accueille beaucoup ce protocole. Je ne l'ai pas lu au complet. Bah, je l'ai lu, mais j'étais quand même assez impressionnée. Et je me suis dit, waouh, à quel point c'était pratique et que ce sera plus facile quant à la mise en œuvre de certains programmes. Et ce qui m'a percuté, et c'est qui met en lumière la valeur de la collaboration et de l'éducation dans la protection de l'enfant et nous donne vraiment des outils clairs par rapport à ça. Et ici, les jeunes le demandent. Les jeunes perçoivent l'éducation ainsi. C'est un élément critique et ça nous permet de travailler les besoins complexes des enfants associés avec les conflits armés et les groupes armés. Pour vous donner un peu plus d'idées en profondeur, lorsque j'ai regardé ici, j'ai regardé plus en profondeur, on voit qu'il y a des outils, il y a des trucs, il y a vraiment euh, également des arguments qui nous permettent de mieux comprendre ou de mieux expliquer et aussi des ressources clés. Mais c'est très pratique parce qu'il y a des idées qui nous permettent de mieux comprendre chacun des groupes d'âge avec qui nous travaillons et ça nous donne même des outils qui ciblent les groupes d'âge. Et donc, dans mes années, alors que j'ai travaillé dans plusieurs contextes, je me suis rendu compte que ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Pardon, parce que nous essayons de chercher ce qui est plus efficace et souvent on est submergé. Donc, cet outil vient à point. Maintenant, lorsqu'on parle des silos, je pense beaucoup à ce travail en silo que les gens font. La protection de l'enfant et l'éducation nous demandent de travailler ensemble. Les écoles doivent être un lieu sécuritaire. Nous devons apprendre et aller chercher plus d'informations de nos collègues qui travaillent dans le domaine. Nous devons avoir une approche basée sur l'éducation. Quand on regarde aussi l'inclusion des gens handicapés dans l'éducation, il faut avoir une planification. Et c'est ce que fait la planification lorsqu'elle fait l'étude de cas. Il faut réfléchir un peu plus avec une approche individuelle et holistique, avoir des modèles écologiques, avoir des réponses plus rapides. Alors, je vous encourage à prendre le temps de lire. Et si on regarde du côté de l'éducation, nous devons considérer les approches holistiques si nous voulons répondre aux besoins des enfants et des adolescents. Et ça nous demande de prendre en considération les observations qui nous ont été données dans cette prise de notes. Alors, j'ai beaucoup d'espoir pour ces collaborations futures et nous avons bien hâte d'en faire la promotion. L'Alliance en fera de même et merci à tout le monde de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors à vous, Giovanna. Merci beaucoup. Merci d'avoir mal lu votre nom de famille. C'est très apprécié. Alors, sans attendre, je voudrais vous présenter Jessica Odine. Jessica Odine ici, qui travaille à l'AFGA. Et je vais vous donner également le temps. Vous avez 20 minutes pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons parler de l'éducation, des notes techniques. Je vais commencer en vous donner un petit peu le fond et le rationnel de ces notes techniques. Alors, comme Dean et Hani ont mentionné, cela fait des années que les secteurs de l'éducation et de l'urgence travaillent ensemble, mais il n'y a pas eu en fait des documents qui mettent de l'emphase ou qui se concentrent sur la manière
de donner des programmes éducatifs de qualité, et ce, de manière intersectorielle. Alors, on pense à comment aussi lier les gens ensemble en termes d'intervention, mais comment mettre en œuvre aussi des mécanismes efficaces. Le but de ce document était vraiment de renforcer les collaborations entre plusieurs personnes. Et comme certains d'entre vous ici savez, vous prenez le temps de voir, ou plutôt qui avaient participé au développement de ce document, afin de souligner les programmes et aussi de lier des gens de différentes organisations afin de renforcer les connaissances, les compétences des praticiens sur le terrain et de concevoir des programmes d'éducation de qualité intersectionnels et sensibles aux gens de l'EAFGA, y compris des interventions de prévention et de libération des réintégrations. Nous travaillons directement avec les enfants des groupes armés et ceux qui ont eu une implémentation des programmes de l'EAFGA. Nous avons interviewé des praticiens qui travaillent avec des organisations gouvernementales, des ONG communautaires, des anciens enseignants également, et différents représentants. Nous avons revu plusieurs documents problématiques qui avaient besoin de révision. Nous avons également été guidés par les enfants qui ont été dans ces groupes armés. Alors, pour vous donner un petit peu un fond de l'histoire de là où notre initiative vient, si nous allons vers la prochaine diapositive, nous voulons souligner que ceci est un complément d'un nombre de documents, d'outils qui existent déjà, et nous y faisons référence dans notre document technique. Alors, l'année dernière, cet outil a été lancé, qui nous a donné beaucoup d'outils pratiques, qui nous a aidés et qui a aidé les praticiens à travers durant la conception de ce programme. Et ça complémente aussi ce qu'on appelle les standards minimaux d'éducation durant les moments de conflit. Et nous avons aussi signé, ou plutôt nous avons inclus beaucoup d'outils et de ressources qui nous permettent d'intégrer l'éducation, ou plutôt les secteurs de l'éducation, dans les conflits. Si nous pouvons aller vers la prochaine diapo. Un des éléments clés dont nous avons parlé, qui vraiment est ressorti dans nos entrevues avec les praticiens qui travaillent avec les FGA, on leur demandait d'avoir une approche avec un modèle socio-écologique afin de développer des programmes qui prennent en considération tous les éléments qui peuvent impacter un enfant, l'empêchant d'avoir accès à l'éducation. Et ici, on va vraiment dans les définitions clés de l'EAFGA, ainsi que le cadre légal. La seconde partie des notes techniques vont vraiment dans les éléments clés. Un des modèles économiques que l'on a vu nous a fait comprendre que nous devions avoir une approche plus holistique, car il y a beaucoup de facteurs qui affectent les enfants. Et en prenant cette approche, ça nous a permis de comprendre qu'il fallait être liés et qu'il fallait avoir des pratiques socio-écologiques qui avaient un vrai impact sur les enfants et qui avaient un vrai résultat sur leur bien-être. Pour ce faire, il fallait intégrer l'éducation. Si nous ne prenons pas cette approche, les enfants auront un grave impact, résultant en une mauvaise intégration pour eux. Lorsqu'on regarde les interventions clés, nous avons aussi donné des recommandations
des recommandations d'activités ou d'ateliers qui peuvent répondre à ce modèle socio-écologique. Allons vers la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je suis désolée, il y a un problème avec le son. Je vais essayer d'aller plus près vers mon micro. D'accord. Je vais parler un petit peu plus fort. Merci. L'autre considération qui nous a été mentionnée, c'était cette idée de comprendre les différences individuelles et comprendre que ces problèmes sont importants à comprendre afin de mieux aider et de mieux concevoir des programmes qui répondent aux besoins de ces communautés. Nous devons avoir des programmes appropriés auxquels les enfants auront accès, mais également des programmes qui leur permettent de réussir dans un contexte intellectuel et recevoir de l'éducation. Alors, nous avons déterminé des éléments clés qui doivent toujours être considérés. On parle du genre, de l'handicap, de l'âge, les marqueurs d'identité, le système, par exemple, l'ethnicité, des éléments qui peuvent vraiment influencer ou plutôt empêcher certains enfants ou certains jeunes à se réintégrer à l'école. Nous avons aussi, de nos entrevues, remarqué que le système de soutien d'un jeune est très important. Et celui-ci motive, si on veut, motive ses raisons de rester à l'école. La durée de l'appartenance également à l'EFGA est importante. Nous parlons de moyens, dans notre document, nous parlons de moyens de soutenir les enfants, car ils ont des expériences différentes et ça, il faut vraiment aller au cas par cas pour les inclure. Nous parlons aussi d'accès aux services efficaces. Nous le faisons, nous avons une approche de cas par cas parce que c'est un endroit clé où la protection des enfants est importante parce qu'il va falloir fournir justement un bon mécanisme d'éducation, un bon mécanisme des autres services pour les maintenir à l'école. Également, il faut étudier le contexte dans lequel nous mettons en place nos services parce que l'expérience de ces enfants est diverse. Il faut qu'ils aient accès à l'école, mais ceci doit être adapté. Si nous pouvions aller vers la prochaine diapositive. Comme j'ai mentionné, Honey et Dean, ils l'ont mentionné, l'intégration et une programmation intégrée joue un rôle crucial. Nous avons une collaboration, nous collaborons depuis des années dans les deux secteurs depuis longtemps, mais nous mettons en lumière que l'éducation et la protection de l'enfant jouent des rôles cruciaux dans la facilitation des interventions éducatives, et ce, de plusieurs manières. Mais nous devons non seulement collaborer, mais aussi coordonner nos programmes ensemble. Nous devons penser à une approche académique et devons aller au-delà de l'approche académique et collaborer avec d'autres secteurs pour répondre aux besoins indépendants des enfants. C'est là où les alliances seront clés dans le travail humanitaire, mais aussi dans l'éducation des enfants. Nous avons vu dans des études de cas où des agences se sont coordonnées pour établir justement un groupe de travail de l'EAFGA sur un plan national, ce qui aide vraiment à soutenir les familles et les enfants. Nous donnons également des exemples pratiques dans nos notes pratiques.
Si nous pouvions aller vers la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors ici, la quatrième partie des notes techniques. Encore une fois, ce sont des interventions clés qui sont basées sur les découvertes que nous avons faites dans les interviews, dans les entrevues. Et comme René a mentionné, certaines de ces interventions ne seront pas euh, de nouvelles types de techniques, mais ce que nous avons trouvé ici, nous avons trouvé des exemples clairs des nous avons des exemples clairs de programmes holistiques que certaines associations essaient de mettre en œuvre. Et pour ceux qui travaillent avec les AVGA de manière précise, ce sont les interventions clés que nous pensons qui sont efficaces et qui devraient être mises en œuvre. Et donc, évidemment, le support mental est important. En travaillant avec l'éducation, nous savons que le soutien mental et le support mental est important pour la réussite éducative et pour la transition. Nous savons également, à partir des études et des entrevues que nous avons faites, que beaucoup d'enfants associés aux groupes armés, au conflit des groupes armés, ont expérimenté beaucoup d'expériences diverses qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder dans un contexte scolaire. Beaucoup d'enfants qui sont associés avec les groupes armés ne sont pas toujours facilement identifiables dans un contexte scolaire. Donc, il faut être capable d'établir un soutien, établir un lien de confiance. Nous savons que les services sont très lents à arriver et donc il faut vraiment avoir une approche individuelle. Ce que vous voyez ici à l'écran est un exemple de soutien psychosocial, ce qui nous met ici 4 niveaux ou 4 étapes à suivre. Et dans chacune de celles-ci, il y a des activités ciblées qui vous permettent de soutenir l'enfant. Allons à la prochaine diapositive. Les professeurs ont un rôle critique dans la sécurité de l'école. Ils doivent s'assurer que cet endroit soit un endroit accueillant et rassurant pour l'enfant. Nous cherchons à vraiment partager avec vous pléthore d'études et pléthore de programmes ainsi que de notes techniques qui peuvent vous aider dans cette tâche. Ici, nous savons que la création d'un espace éducatif sensible au traumatisme implique une approche à l'échelle de l'école. Et donc, il faut vraiment que tous soient inclus, les enseignants et les travailleurs sociaux, pour réguler et soutenir les enfants. Un élément clé que l'on a vu ici pour soutenir l'enfant dans ce rôle, c'est d'avoir plus de joie dans l'intégration des initiatives d'éducation. On a trouvé quelques exemples ici, mais on pense quand même qu'il y a des secteurs ou plutôt des endroits où il mériterait de l'amélioration. Les enseignants ont un rôle clé à jouer dans la création d'un environnement éducatif sensible au traumatisme. Et comme indiqué dans la section, ici, il est crucial pour soutenir les enfants ayant subi des expériences négatives pendant leur enfance. Donc, il faut vraiment avoir une bonne attitude. Les associations de parents-enfants peuvent jouer un rôle extraordinaire quant au soutien de l'éducation des enfants et au soutien des familles dans l'intégration.
Ils jouent un rôle clé quant à la prévention des violences perpétrées par les groupes armés. Nous avons identifié des endroits clés où les associations parents-élèves ont joué des rôles et ont soutenu les professeurs dans la mise en œuvre des programmes d'éducation. On a identifié les opportunités dans les communautés pour que leurs enfants et les enfants puissent s'engager avec les professeurs et qu'ils puissent justement participer au bien-être de leur communauté. Si vous voulez en apprendre plus, le groupe de travail de l'EAFGA a lancé des programmes, si on veut, ou plutôt un document qui vous permet de comprendre ces activités. Et ce sont tous des enfants qui ont participé au programme de l'EAFGA. Alors, je vois ici qu'il me reste que quelques minutes, alors je vais rapidement passer à travers les autres diapositives. L'autre élément clé est le programme scolaire. Un des éléments clés ici, c'est une approche par une éducation sensible, sensible au conflit, en prenant, en prenant compte des conflits, du contexte, sachant que l'éducation qui est donnée n'exacerbera pas les conflits. Et donc, le dernier élément clé, le dernier et non le moindre, nous cherchons à planifier une bonne prévention de la violence dans les écoles par le biais d'activités pratiques dans les communautés afin d'atténuer la violence et également de la prévention sur la violence des genres, basée sur le genre. C'est de voir quelles sont les manières de prévenir cette violence et comment soutenir les gens dans la prévention de cette violence. Nous aimerions souligner quelques recommandations clés. Quels sont les éléments qui sont ressortis des entrevues et des programmes? C'est qu'il y a vraiment un désir de cette jonction des deux programmes. Il faut un besoin de mécanismes plus efficaces. Quant au travail intersectionnel, nous pensons que ça souligne également le fait qu'il faut une approche des cas par cas afin de répondre aux besoins précis de l'enfant et des communautés. Une des choses également qui a été soulignée à travers ces notes techniques, c'est un besoin pour une plus grande participation active des acteurs de ces programmes, que ce soit les enfants, les intervenants ou les familles. Merci d'avoir écouté et j'attends vos questions. Merci, Jess, pour cette présentation et évidemment, nous travaillons encore sur nos notes. Je vous encourage à écrire vos questions dans la section questions-réponses à Jess. Et maintenant, j'aimerais inviter Harriet Tino, qui est programmatrice d'un programme de protection de l'enfance au Sud-Soudan, et vous présentera ses observations sur l'éducation des enfants vulnérables. Bienvenue, Harriet. Vous avez 10 minutes pour cette présentation. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, d'accord. Alors, je vais vous parler d'un programme intégré que Plan International a mis en œuvre au Sud-Soudan. Ce projet est un programme éducatif avec un programme CPI ainsi que le WASH et une réponse d'urgence. Celui-ci est financé par DG ECPOP. Prochaine diapositive. Ce programme est une réponse intégrée et qui cible les enfants
et garçons affectés par les conflits armés à Yei. C'est une ville dans le Sud-Soudan où nous avons un conflit armé et il y a un bon nombre d'enfants qui sont affectés, qui sont kidnappés. Et certains d'entre eux sont revenus dans leur communauté. Et donc, ce programme offre des services aux enfants vulnérables et les AVGA est inclus dans ces opérations. Prochaine diapo. Comme j'ai mentionné plus tôt, l'action vise l'intervention éducative, mais également un élément clé quant à la protection des enfants. Et comme les collègues l'ont mentionné, lorsque nous étions en train de concevoir ce programme, nous avions réalisé que nous avions beaucoup de problèmes, ou plutôt beaucoup d'enjeux qui affectaient les enfants ou la jeunesse, les empêchant d'avoir accès à l'éducation, alors que celle-ci était intrinsèquement liée à l'éducation de l'enfant. Et nous savons avec les AVGA ici que nous avons trouvé que plusieurs d'entre eux voulaient un accès à l'éducation. Plusieurs d'entre eux voulaient réintégrer leur communauté. Et dans la conception de ce projet, nous avons mis l'emphase sur les enfants. Nous avons ciblé les enfants de l'EFGA, nous avons consulté et nous avons écouté leurs besoins pour cibler leurs besoins. Prochaine diapo. En concevant ce programme, une des choses que nous avons faites, c'est que nous avons fait une analyse multisectorielle et nous voulions comprendre les barrières éducatives ou plutôt de la protection des enfants. Nous voulions comprendre aussi les associations, plutôt les associations qui protégeaient ces enfants, tout en sachant que nous opérions dans un conflit armé et qu'il y avait des variantes. Alors, nous devions comprendre le contexte. Il y avait beaucoup d'activités de coordination également. Nous nous avons regardé tous les silos éducatifs, les silos médicaux et aussi les silos de soutien. Et nous avons fait beaucoup d'analyses pour pouvoir comprendre les activités ou les interventions qui étaient mises en œuvre afin de soutenir le CAFAG dans ce domaine. Également, nous avons regardé des programmes que Plan International mettait en œuvre à Yale et nous avons un projet intégré financé par une corporation suisse et beaucoup d'autres programmes également. Et donc, des programmes qui étaient mis en œuvre par des partenaires divers. Et donc, ce projet était aligné avec des projets existants. Et quelque chose, en fait, qui fut très intéressant pour nous, c'est que nous avions une approche participative. Et nous avons trouvé que c'était très utile lorsqu'on parle de l'EFGA. Dans la plupart des cas, nous mettions l'emphase quant à la manière dont nous pourrions soutenir l'enfant à son retour. À- En regardant notre programme, nous savions qu'il y avait beaucoup de besoins et beaucoup d'éléments devaient être compris, notamment les défis que les enfants rencontraient à leur retour et quelles étaient également les raisons pour lesquelles ils vivaient ces difficultés, mais aussi quelles étaient les raisons pour lesquelles les enfants avaient joint les groupes armés. Et donc, pour cette raison, nous avons opéré avec une approche participative. Nous avons consulté les communautés et les jeunes eux-mêmes. Et nous avions des endroits, ce qu'on appelle des safe spaces, des endroits en sécurité, des endroits sécuritaires. Nous voulions aussi comprendre d'autres parties prenantes, comprendre également les parents, quelles étaient les raisons, les réserves, mais aussi quelles étaient les raisons fondamentales pour lesquelles les enfants avaient joint ces groupes. Nous avions également beaucoup de discussions avec les familles, avec les réseaux et
Nous travaillons étroitement avec eux. Prochaine diapo, excusez-moi, hein, je manque de temps. Alors, je voulais vous parler des éléments clés qui sont ressortis de l'analyse des besoins lorsque nous avions des discussions avec les enfants afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils avaient joint les groupes armés et pourquoi ils avaient joint plutôt les AFGA. Certains d'entre eux avaient été forcés. 70% des personnes avaient dit qu'ils avaient été forcés de joindre les groupes. Certains avaient été kidnappés. 12% d'entre eux indiquent qu'à cause de la peur d'avoir leurs parents tués, ils, en conséquence, joignaient ces groupes. L'autre pourcentage, c'est-à-dire que les enfants ont dit qu'ils ont joint ces groupes car ils étaient maltraités chez eux. Lorsqu'on regarde les barrières clés empêchant l'enfant d'avoir accès à l'éducation, étaient liées à des raisons de protection. Et donc, l'analyse multisectorielle nous a permis de comprendre et de concevoir plutôt une réponse nous permettant d'intégrer les réponses d'urgence et l'éducation des enfants. Prochaine diapo. D'accord. Un des éléments clés est l'intégration des programmes où nous incluons la protection de l'enfant. Nous avons inclus des supports psychosociaux qui ont contribué vraiment aux résultats scolaires des enfants. Et vraiment, c'est un élément qui ressort dans nos notes techniques. Nous avons aussi également constaté que les enfants ayant participé au programme de l'EAFCA avaient été capables de nous dire qu'ils avaient senti qu'ils pouvaient vraiment réintégrer leur communauté et ils avaient l'impression qu'ils pouvaient toujours avoir cette ouverture et qu'ils sentaient aussi qu'ils pouvaient bien s'intégrer car nos emplois étaient ouverts. C'était plus facile aussi pour nous d'établir un mécanisme de référence et un qui contribue à l'éducation et à la protection de l'enfant. Le programme intégré dont je parle sont intégrés dans l'environnement scolaire. Par exemple, nous avons établi des activités d'études de cas où les intervenants ont un bureau dans les écoles et les enfants ayant un problème de sécurité sont identifiés et peuvent aller se référer à ce bureau. Nous avons aussi des espaces, si on veut, des safe spaces, des endroits de sécurité où les enfants peuvent s'exprimer. Ça a été très bénéfique pour les enfants de l'EAFGA, mais aussi pour d'autres enfants, parce que nous soutenons des enfants qui sont affectés par les conflits armés d'une manière ou d'une autre. Et il y avait beaucoup de choses que nous avions pu adresser. Par exemple, beaucoup d'enfants qui avaient quitté l'école n'étaient pas soutenus parce que l'école ne les soutenait pas ou les professeurs ne comprenaient pas que l'enfant ne comprenaient pas l'enfant eux-mêmes. Mais à travers ces espaces de discussion sécuritaires, nous avons été capables d'adresser ces enjeux. Une autre chose dont on a parlé, ce sont des enjeux par rapport à la sécurité dans l'environnement scolaire. Certaines écoles sont encore occupées par les forces armées. Et ce sont des endroits où nous attendons, nous attendons ce que les enfants aient leur éducation. Et c'est très difficile, précisément pour les enfants de l'EAFGA, parce qu'ils ont déjà été à travers tout ça. C'est très difficile pour eux d'apprendre. Et donc, dans ce programme, nous essayons d'établir des plans d'école sécuritaire où nous mettons en lumière les problèmes de sécurité, les enjeux de sécurité, pour ensuite monter un programme. Nous avons aussi monté un programme de formation psychosociale qui permet aux gens d'avoir plus d'apprentissage sur un côté émotif et psychologique, ce qui a été très aidant, qui a aidé les professeurs à comprendre la manière dont ils peuvent gérer certains des enfants ou des enfants de l'EAFGA qui sont à l'école. Un autre d'entre eux, c'est que une autre chose, nous avons essayé de créer une voie de transition.
le programme soutient l'éducation primaire à travers une éducation formelle ou informelle, mais lorsque ces enfants sont dans un conflit, ils ne peuvent pas faire de transition vers un autre niveau. Dans un programme joint, nous avons été capables de les lier. Nous avons été capables de les emmener vers un prochain niveau d'éducation. Et maintenant, au final, en termes de référence, je crois que le programme a été très utile. Quant à la référence des cas, lorsque nous avons des enfants à risque, il est plus facile de les référer pour un soutien éducatif. Et s'il y a des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, il est plus facile de les référer également pour une protection. Désolée, je cours parce que je regarde l'heure. La prochaine diapositive. Un des éléments clés que nous avons pu réussir à travers les programmes intégrés, c'est un engagement fort avec les bases militaires. Les bases militaires avaient besoin de comprendre certains enjeux autour de la protection des enfants, autour du kidnapping et du rapt d'enfants. Nous avons collaboré avec des ennemis ou plutôt, pardon, avec des entités qui ont de, des programmes de formation militaire. Nous avons été capables de faire un fort plaidoyer pour la relâche de certains enfants qui étaient encore gardés par ces groupes. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Harriet. Et désolée de vous courroucer un petit peu, c'est parce que je voulais laisser de la place pour des questions. Mais je suis sûre que tout le monde a trouvé votre présentation plaisante. Et il y a des gens qui demandent dans le chat si les présentations seront disponibles. Elles seront disponibles sur le site des pratiques communautaires de l'EAFGA. Si vous n'êtes pas un membre, je vous encourage à vous inscrire et vous pourrez trouver les diapositives. Alors, nous avons quelques questions maintenant pour des questions. Je vois déjà une question dans les questions-réponses. Si vous ne l'avez, si vous avez une question que vous n'avez pas encore rédigée, je vous donne quelques minutes pour ce faire. Avant de répondre, je vois ici le temps, mais vous pouvez répondre. Abdelkadir demande quelle est la durée optimale pour une formation visant la réintégration du jeune en société. Est-ce que c'est la bonne? Attendez. Non, excusez-moi, pardon. Je pense que Jess va vous laisser répondre à cette question parce que nous pensions que c'était plus approprié. Il y a une autre question, attendez, sur comment offrir des services lorsque les intervenants ne sont pas disponibles ou des travailleurs sociaux pour des raisons de sécurité. Si vous voulez répondre, peut-être que Harriet aussi peut participer à cette réponse. Oui, vraiment. Alors, en retour à cette question, c'est quelque chose dont nous avons parlé dans les notes techniques. C'est ce que aussi, je vois que Harriet a développé là-dessus. En absence de travailleurs sociaux, une intervention importante dans les écoles serait une intervention non spécialisée. Nous ne nous attendons pas à ce que le professeur fasse le travail du travailleur social, mais il y a des exemples concrets quant à la manière dont les personnels scolaires ou même les membres ou les anciens de l'EAFGA peuvent se soutenir avec une approche où l'on se transmet nos connaissances. On continue à demander les besoins, on intègre ce qu'on a appris dans le programme scolaire et tout ça, ce sont des exemples concrets de la manière dont vous pouvez vous soutenir. Harry a parlé aussi de la formation des professeurs. On a vu que c'est un grand besoin, on a vu ça à travers notre analyse. Il faut soutenir les professeurs afin qu'ils puissent fournir un environnement positif, qu'ils puissent aussi gérer dans la joie. En plus, et aussi avoir des mécanismes efficaces mis en œuvre afin de s'assurer, ou plutôt vraiment
vraiment pour pouvoir s'assurer de donner un soutien spécialisé aux familles, aux enfants et aux professeurs. Donc, il faut des formations ciblées. Absolutely. Harriet, would you like to jump in and Harriet, answer? est-ce que vous voudriez en rajouter? Oui. Yeah, yeah. Thank you very much. I Bonjour think tout le monde. Jess has already Merci responded. beaucoup. Jess a déjà One répondu. of the things that we've done is that in our context, by the way, we do not have very many Dans notre contexte, specialized nous n'avons pas social workers. beaucoup So de currently, we are working with community trained travailleurs sociaux spécialisés. Alors, nous travaillons avec des these are the volontaires. people we recruit and train Ce sont them les gens que nous on recrutons, nous les formons basic PSS methodologies. et And donc nous leur donnons then vraiment we run une formation de strategic base avec une assessments. méthodologie base de la And then PSS. for the Et schools, donc, pour les what écoles, exactly ce que nous happens avons is fait, c'est that que nous sommes en train d'utiliser we train teachers to support the learners des in professeurs in formés the pour schools. soutenir les apprenants And dans les in some écoles. other contexts, we don't Dans have d'autres contextes, teachers. So nous what n'avons we are pas de doing is professeurs. Alors, ce que nous faisons, c'est leveraging que nous utilisons la resources. And in communauté some et of ainsi these que ses communities, structures. we still Dans have certaines d'entre elles, women groups certaines or communautés, nous avons some encore des groupes de elders femmes, groups, des groupes and we train d'aînés, them to et support nous les avons formés afin de the children soutenir in les those enfants locations. dans We ces also lieux find that précis. because of Nous these avons aussi trouvé placements, qu'à cause de ces it's not very placements, easy for ce us n'est pas très in facile some of the à cause, locations à cause of justement remote des settings lieux de ces programmes, de ces écoles. Il n'est pas so facile for those d'atteindre places, we ces heavily lieux rely pour on nous, the community pour plusieurs structures raisons, à cause de la that are distance des lieux ou parce qu'il y a des conflits. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien former nos bénévoles ainsi que les autres acteurs qui sont avec nous. Merci, Harriet. Merci à Jess. Merci de nous rappeler l'importance des communautés et de l'action de celles-ci. Je ne vois pas d'autres questions dans les questions-réponses. Et peut-être je vais essayer de demander une question, poser une question qui nous est venue avec Sandra. Et c'est une pour Jess et une pour Harriet. Si vous pouvez nous répondre en quelques minutes. Qu'est-ce que vous diriez? Quelles seraient vos recommandations clés pour les donateurs qui financent les programmes éducatifs de l'EAFGA? Je crois qu'une des choses qui est ressortie de cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire quant à beaucoup de travail de conscientisation à faire quant au programme d'éducation de l'EAFGA. Donc, cette sensibilisation doit être faite dans un contexte aussi de réponse d'urgence. Une des questions qu'il y avait dans le chat, c'était la duration de ce programme. Si vous voulez vraiment faire des virages significatifs dans la défense et la protection de l'enfant, une intervention à court terme n'atteindra pas vos buts. Vous devez avoir un programme robuste qui doit souligner l'importance des programmes intégrés, mais aussi il faut regarder le soutien des communautés quant à leur bien-être. Et pour ce faire, il faut vraiment collaborer avec d'autres secteurs. Nous avons vu dans notre modèle socio-économique qu'il y a vraiment différentes variantes qui peuvent affecter les résultats. Donc, il faut vraiment faire un plus grand travail de militance par rapport à l'importance de cette éducation et des besoins qu'elle répond, des besoins auxquels elle répond, pardon. Brilliant. Thank you very much, Jess. And we have another question that I'm going to pose to Harriet from Musa, and he's asking, what are the appropriate strategies and responses for Quelles sont les réponses stratégiques appropriées afin d'augmenter ou accroître la résilience de l'EAFGA? Harriet, pouvez-vous répondre en quelques mots? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je vais parler de certaines approches. Évidemment, on parle, ça dépend des individus, de l'environnement, mais une des choses que nous avons vraiment étudiées, c'est une approche dirigée par la communauté. Nous voulons soutenir la communauté, nous assurer qu'ils soient intégrés. Beaucoup de nos programmes regardent l'intégration
à travers les yeux des enfants de l'EAFGA qui viennent juste de se réintégrer. Donc, il faut voir comment encourager, ou plutôt comment embarquer la communauté qui regarde ces enfants. Nous devons nous assurer que le gouvernement est engagé avec nous et qu'il soutienne les Afghans dans nos communautés. Encore une fois, cela revient à la capacité et aux ressources nécessaires. La capacité d'action et ressources. L'éducation est quelque chose à long terme. Et certaines des choses que nous faisons dans ce programme, c'est un accès à l'éducation, mais pas seulement à une éducation formelle, mais on leur a donné aussi d'autres opportunités d'accroître leur bien-être et leurs aptitudes, leur donnant espoir. Nos interventions sont des interventions d'urgence pour sauver les vies. Mais au-delà du fait qu'on veut sauver des vies, qu'est-ce que l'on peut faire pour faciliter et optimiser l'intégration de ces enfants dans leur communauté? C'est bien, super, Harriet. Et cette réponse pertinente, nous pouvons clore cette réunion. Je remercie tout le monde, Hani, Dean, pour leurs remarques. Nous aimerions vous demander deux choses. Je vois les questions qui sont en train d'être rédigées sur le Q&A, ou plutôt les questions-réponses. Nous allons rediriger ces questions et nous allons répondre à celles-ci. Merci à Jess et à Harriet pour votre support dans la réponse de ces questions. Je vous prie de compléter le sondage qui apparaîtra à l'écran. Nous vous remercions de partager vos impressions qui sont très valables pour nous. Nous vous remercions beaucoup. Si vous voyez en bas, il y a le lien de notre site dans lequel vous pouvez vous inscrire, qui vous donne accès vraiment à tous les documents, les outils et les événements de l'EAFGA qui pourraient être d'un grand intérêt pour vous. Alors, nous vous remercions d'être avec nous. Merci à tout le monde et merci aux orateurs. Une bonne journée à vous.